Dans ce module centré sur l'ère des révolutions, nous analyserons les concepts fondamentaux qui ont émergé durant cette période cruciale, la souveraineté populaire, la théorie du pouvoir limité et la comparaison entre les révolutions américaines et françaises. Parlons d'abord dans un premier temps de la sécularisation du monde occidental, car c'est elle qui explique l'origine de la modernité, le passage du monde médiéval, qui est un monde chrétien, qui est un monde en tout cas marqué par la religion, au monde moderne qui s'émancipe en fait de l'hégémonie de l'Église. Dieu devient une affaire privée, il n'est plus mêlé directement aux affaires politiques. La religion n'a pas évidemment disparu, mais son rôle directeur a été destitué, devenant un système de croyance individuelle. Donc c'est ce qu'on peut appeler l'indépendance politique par rapport au pouvoir religieux. La société s'organise désormais en dehors de la religion, sans que cela signifie néanmoins la disparition de la croyance. Dans cette sécularisation, la philosophie a joué un rôle, elle a préparé ce changement culturel majeur en étant aux avant-postes des transformations sociales. On sait le rôle qu'a joué la philosophie des Lumières, par exemple. Enfin, depuis Machiavel et Hobbes, l'homme est compris comme un être de passion, un être contradictoire, violent, parfois même mauvais. Machiavel nous dit que le prince doit toujours s'attendre à ce que les hommes soient voleurs, menteurs, et Hobbes nous disait que l'homme est un loup pour l'homme. Et par conséquent, il est nécessaire, à ce moment-là, face à cette réalité anthropologique, il est nécessaire d'envisager des principes régulateurs. Et cela va donner la construction de l'État souverain. À partir de la Renaissance, eh bien, l'État va imposer sa puissance et va réclamer une puissance sans partage. La souveraineté populaire. L'idée a été insufflée par Locke au XVIIe siècle, puis elle a été reprise par Rousseau, puis par Kant, et elle établit que le pouvoir souverain doit non seulement provenir de la volonté libre du peuple, du consentement du peuple, mais qu'elle doit aussi résider en elle. C'est le pouvoir par le peuple, dans le peuple, et le pouvoir du peuple. Rousseau conçoit le peuple comme un individu autonome, capable de se soumettre lui-même aux lois qu'il institue. Alors, ce qu'on voit ici dans cette pyramide, on a à la base le contrat social, c'est-à-dire l'ensemble des citoyens qui décident de se soumettre à des lois qu'ils ont eux-mêmes élaborées. D'où la deuxième étage, la notion d'autonomie politique, l'auto-institution de la loi par le peuple lui-même, et de là, il ressort une volonté générale. Le pouvoir souverain réside désormais dans la volonté du peuple, si bien que le citoyen est à la fois celui qui fait la loi et celui qui obéit à la loi. Il est à la fois souverain et sujet, et ainsi, quand il obéit à la loi, nous dit Rousseau, eh bien, il est libre puisqu'il obéit à lui-même. Alors, si on revient à Locke, on s'aperçoit que la doctrine est plus complexe que cela et plus nuancée. D'abord, Locke, c'est un philosophe précurseur des Lumières, un peu comme Spinoza, dont l'influence a été très forte en France et en Amérique. Il a été l'inspirateur des pères fondateurs des États-Unis et il a été également, il a eu une influence dans la Déclaration des droits de l'homme de 1789. En effet, pour Locke, la vie de l'homme est sienne en vertu d'un droit naturel. Et le seul but moral d'un gouvernement est la protection des droits individuels. Donc la notion de droit naturel est très forte chez Locke. Cela signifie que l'homme a des droits avant même que l'État n'existe. Ces droits, il ne les tient pas d'une convention, mais il les tient de sa propre nature, de la nature humaine, et par conséquent une société de droit privé est parfaitement légitime. Thomas Jefferson a inscrit la théorie lockéenne des droits inaliénables dans la Déclaration d'indépendance en 1776, affirmant que tous les hommes sont créés égaux et dotés de droits inaliénables. On va retrouver également cette référence implicite à Locke dans le second article de la Déclaration française des droits de l'homme de 1789. Et je cite cet article qui dit: donc l'article 2, le but de toute association politique est la conservation des droits naturels et imprescriptibles de l'homme. Ces droits sont la liberté, la propriété, la sûreté
et la résistance à l'oppression. Et donc on y trouve effectivement des termes très proches de ceux de Locke, avec au centre la propriété privée, mais également la résistance à l'oppression, c'est-à-dire la possibilité pour les citoyens de dénoncer les abus qu'un pouvoir pourrait commettre, alors même que sa mission est de protéger justement les droits. Et donc on a effectivement chez Locke l'idée que le contrat social n'est pas quelque chose d'absolu. En tout cas, le contrat social doit contenir en lui-même une porte de sortie, une sorte de clause de sortie, sans quoi il est nul et non avenu. Il faut que le peuple puisse se révolter, il faut que le peuple puisse mettre son veto. Et c'est d'ailleurs la raison pour laquelle aux États-Unis, dans la Constitution, dans les amendements de la Constitution, on va trouver un amendement sur le port des armes, le droit de porter des armes, parce qu'on estime que les citoyens doivent être armés si jamais ils doivent s'opposer au gouvernement. Alors, Tocqueville, Alexis de Tocqueville a été un observateur attentif et toujours pertinent de ces révolutions. Il a été en Amérique, on le sait, il a écrit un livre, La démocratie en Amérique, qui est une forme d'analyse des grands principes de la Constitution américaine, mais aussi de l'influence de la démocratie sur la pensée et les mœurs. C'est un livre en 2 tomes. Il a également écrit un livre sur la Révolution française, enfin en tout cas sur l'Ancien Régime et la Révolution. C'est le titre précis de ce livre. Alors, la Révolution américaine a été conduite par des hommes qui parlaient. La Révolution américaine a été conduite par des hommes qui parlaient de droits fondamentaux inaliénables. Elle a mené à la formation d'un État de droit, décentralisé et limité. En revanche, si on compare, la Révolution française, commencée comme une révolte courageuse du peuple, s'est achevée sur des massacres et des combats sanglants, laissant place à la dictature militaire de Napoléon Bonaparte. Comment expliquer cette dérive et pourquoi cette dérive ne s'est pas produite dans la Révolution américaine? Eh bien, Alexis de Tocqueville attribue la réussite de la Révolution américaine à la conception fédérale de la République et à sa foi dans une loi supérieure. En effet, le fédéralisme est considéré comme une forme de décentralisation du pouvoir. Le pouvoir est à l'échelon local, à l'échelon des États, et donc des États fédérés, qui ont une autonomie pour faire leurs propres choix, et il y a donc une concurrence entre ces différents États. C'est une forme de contre-pouvoir. Alors qu'en France, le fédéralisme est considéré comme une trahison. Enfin, cette notion de loi supérieure, c'est la notion de loi naturelle. Nous avons vu qu'elle s'enracinait dans l'Antiquité chez des auteurs comme Cicéron ou comme Aristote. Arrêtons-nous sur la Constitution américaine et les libertés. La Déclaration d'indépendance en 1776 proclame que tous les hommes sont créés égaux et dotés de droits inaliénables. La Constitution de 1787 établit un système de gouvernement avec séparation des pouvoirs. Mais ce qu'on retient souvent de cette Constitution, c'est le premier amendement. Ce premier amendement, en fait, il est destiné à donner aux citoyens des droits qui les protègent contre d'éventuels abus du gouvernement. Et le premier amendement protège la liberté religieuse, la liberté d'expression, de presse, de réunion et de pétition. Et effectivement, il offre une protection très forte contre la tyrannie de la majorité. La tyrannie de la majorité, c'est une expression qu'on trouve chez Tocqueville, mais aussi chez John Stuart Mill. C'est la dérive possible de la démocratie. Lorsque la majorité estime qu'elle peut opprimer la minorité sous prétexte qu'elle aurait le pouvoir. Donc, contrairement à la Révolution française, qui voulait faire table rase du passé, la Révolution américaine cherchait plutôt à restaurer des principes et des idéaux qui existaient dans le passé, mais qui étaient foulés aux pieds par la couronne britannique. L'abbé Sieyès est un député français qui a écrit « Qu'est-ce que le tiers-État ?» Et c'est lui qui a fait l'éloge dans ce livre des libertés individuelles et de la libre concurrence. Il était un des participants à la nuit du 4 août, où a eu lieu l'abolition des privilèges. Mais la Révolution française est passée ensuite par une phase de confusion extrême avec la crise économique. La disette a exacerbé l'agitation populaire et l'Assemblée a voté la confiscation des biens de l'Église tout en émettant des assignats, c'est-à-dire des billets de banque qui étaient censés permettre de donner à manger, de payer des dettes. Et en 1795, soit 5 ans après la première émission de ce
papier-monnaie, eh bien, les assignats avaient perdu 99% de leur valeur. Et donc, c'est une expérience qui s'est avérée catastrophique, puisque finalement, on émettait de l'argent sans jamais augmenter la production des biens et des services. Donc, on était dans l'argent magique, dans la planche à billets, dans la création monétaire pure, d'où l'inflation. Alors, inflation de la masse monétaire, et puis traduction dans les prix, tentative de bloquer les prix, tentative qui n'a pas fonctionné. Bref, le chaos. Et on arrive du coup à la phase finale de la terreur à partir de 1793. Les émeutes de la faim entraînent l'insurrection de Paris, l'exécution de Louis XVI, donc une sorte de radicalisation terrible, puis la terreur, c'est-à-dire une phase de guillotine où tout le monde y passait. Finalement, la Révolution française s'est poursuivie sous le Directoire jusqu'en 1799, lorsque Napoléon a pris le pouvoir par un coup d'État, devenant premier consul, avant d'être couronné empereur en 1804. Et alors, quelles leçons retenir de la Révolution française? Eh bien, une grande contradiction. Une contradiction entre des principes déclarés, liberté, égalité, droit inaliénable, propriété privée inviolable, et des moyens employés contraires à ces principes. Le dirigisme économique, les proscriptions, la guillotine, la terreur, les emprisonnements, les massacres. Bref, on a, sous prétexte de souveraineté du peuple, eh bien, on a autorisé tout ce qui est moralement interdit. Tout ce que l'on condamne chez le simple citoyen, on l'a autorisé au nom de la raison d'État. Et à ce sujet, Friedrich Hayek a écrit un passage très éclairant dans son livre La Constitution de la liberté à propos de la Révolution française. Il écrit, je cite, « Le facteur décisif qui a rendu vains les efforts de la Révolution en faveur de la promotion de la liberté individuelle fut qu'elle créa l'illusion que, dans la mesure où tout le pouvoir avait été remis aux mains du peuple, toutes les précautions contre l'abus de ce pouvoir étaient devenues sans objet. » Autrement dit, on a cru que, en donnant le pouvoir au peuple, eh bien, le peuple ne pourrait en faire qu'un bon usage, qu'on n'avait pas besoin de limiter ce pouvoir, car le peuple ne peut pas se nuire à lui-même. Il ne peut, au fond, il est infaillible, en quelque sorte. Donc c'est cette grave erreur, ce manque absolu de lucidité qui a conduit la Révolution française dans ses dérives, et puis finalement, le résultat final, la dictature militaire et le couronnement de Napoléon avec son ambition, malheureusement, guerrière. Alors certes, Napoléon a rétabli l'ordre dans la France, mais il a mis le chaos dans l'Europe.